Bah, d'abord, j'avais intégré la télévision à cette époque-là dans mon propre trajet personnel, quoi. Donc moi, j'ai fait une grande école qui me destinait à être prof de fac ou d'université en maths, avec un cursus parallèle de philo. Mais j'avais du mal à m'imaginer avoir fait toutes ces études pour uniquement un amphi de 50 personnes, quoi. Donc, j'avais commencé à cette époque déjà à me dire, mais est-ce que la télévision n'est pas aussi un moyen de diffusion et de propagation du savoir est-ce qu'il n'y a pas une dimension sociale? C'était le côté dans l'ORTF qui était informer, éduquer, savoir. Moi, c'était éduquer qui m'intéressait, quoi. Donc, j'avais fait au cours de mes études pas mal de stages pour mettre mon nez à la télé. Donc, j'en ai fait un paquet de stages, tout métier confondu, quoi. Et puis, à la fin de mes études, à Normal Sup, j'ai obtenu une bourse. Et je suis parti à UCLA apprendre la télévision, là. Voilà. Donc là, j'ai appris la télévision académique, la télévision comme elle se faisait à l'époque. Mais techniquement, j'ai tout appris, parce que quand même là, il y avait des vrais profs, pas du tout de théorie, enfin très à l'américaine, en tout cas à l'époque. La sociologie des médias était quasiment absente, en tout cas de la Californie, on n'en parlait pas. Mais en tout cas, sur l'aspect technique, j'ai beaucoup appris de choses. Et j'ai été confronté, un peu malgré moi, accidentellement, alors moi j'avais fait 68, donc j'avais une certaine sensibilité à un certain nombre de mouvements de société. On était 3 Français à UCLA uniquement, quoi, et qui avaient aussi fait les mêmes parcours. Et j'ai été confronté à un mouvement social assez important, qui est un mouvement de Chicanos, donc les Mexicains américains du Mexique. Il se trouve que je parlais l'espagnol, et il se trouve que pour gagner un peu de fric, je faisais des piges sur une télé locale en langue espagnole. Donc par là, tout ça est venu. Et j'ai été confronté à une grève qui a duré quand même presque 12 mois, donc une énorme grève des ramasseurs de fruits, avec un leader assez charismatique, qui est une espèce de Martin Luther King chicanos, qui s'appelait César Chavez, qui a beaucoup marqué l'histoire du mouvement ouvrier chicanos, notamment en Californie. Et bien entendu, personne ne parlait de ces gens-là, surtout pas les télés, quoi. Il y avait un blackout total. Et donc avec ces 2 Français, là, plus un Mexicain américain, on s'est dit on va aller tourner sur les piquets de grève et on va diffuser ça dans les grandes surfaces. En tout cas, à l'entrée des grandes surfaces. Et on a quasiment inventé la télébrouette, quoi, puisqu'on avait un caddie, une télé, et puis l'outil de l'époque qui était le porte-pack Sony, qui était le premier équipement mobile qui permettait d'aller tourner avec une limite de temps, des batteries, etc. Mais en tout cas de tourner. Moi, je me suis un peu initié. J'avais déjà regardé ça parce que l'écriture cinématographique m'intéressait, du tournage sans montage. Donc, de façon à ce qu'on n'ait pas. D'abord, le montage était à l'époque assez difficile techniquement. On faisait ça à la main, en appuyant sur des boutons. Donc, moi, en termes d'écriture, ça m'intéressait de dire on peut finalement tourner sans montage, et, en tout cas monter en tournant, et puis diffuser brut, quoi. Voilà, c'est devenu ça. Et l'impact a été vachement important parce que les consommateurs de ces grandes surfaces n'étaient pas en courant, que tout ce qu'ils achetaient était fait par des jaunes, quoi. Enfin, et donc il y a eu un impact. Ça a eu un impact sur mon permis de résidence aussi, mais ce qui a fait que je renégocie ce truc-là, voilà. Donc c'est venu de ça. Et là, je me suis dit, tiens, finalement, il y a une autre dimension que je n'avais pas du tout aperçue, en tout cas pas en France, sauf à travers une toute petite expérience qu'on avait fait à la Tour Montparnasse, juste avant que je parte avec un Serrault, qui était un metteur en scène de théâtre. Et je sais pas, on avait eu accès à la fiche d'entrée, puis on avait branché des trucs là-dedans pour diffuser dans la Tour Montparnasse. Je pense pas que beaucoup de gens l'aient vu. Mais en tout cas, on avait fait une première expérience de dire on y va, voilà. Donc c'est venu de ça. Quand j'ai terminé mes études à UCLA, je ne savais pas si j'allais rentrer en France. Je ne savais pas trop. J'avais le choix entre enseigner et puis enseigner. J'avais 2 propositions, une à Montréal et puis une à Vancouver.
Et je suis allé à Vancouver, puis c'est comme le bout du monde, donc là, enfin à l'époque en tout cas, c'était le bout du monde occidental. On ne trouvait pas le monde à Vancouver, par exemple, ça m'a frappé, donc je suis allé à Montréal. Et j'ai un peu traînaillé dans tout ce qui était un peu les mouvements communautaires. Enfin, il y avait un gros communautaire au sens où les Québécois l'entendent, hein. On travaille sur les quartiers, etc. Et il y avait déjà donc quelques radios de quartier, quelques téléquartiers, avec toujours cette même approche. Voilà. Ça m'a beaucoup marqué. Parce que je me dis, tiens, finalement, il y a, à part le côté télévision éducative qui, moi, me préoccupait beaucoup, mais auquel je voyais aucun débouché parce que personne n'en faisait, là, je dirais, il y a quelque chose qui est naissant, sur laquelle j'avais théorisé un peu, moi, à travers un peu les mouvements californiens de la Gestalt. C'est toujours cette théorie que j'ai développée ensuite, de dire une communauté qui se regarde vivre à la télé ne peut pas vouloir changer. Ça, c'est je n'ai pas changé depuis, et j'ai même des pièces à conviction qui permettent de dire ça. Donc, comme un individu qui se regarde ensuite en playback ne peut pas s'identifier à cette image-là, il est plus que ça, il est au-delà de ça, voilà. Donc c'est ça que... Voilà, alors une fois arrivé en France, puisque finalement j'ai essayé de rentrer en France, j'ai bossé un peu à la télé parce qu'il fallait bien gagner ma vie, hein, mais j'ai pas tout trouvé ce que je cherchais à la télé française. Enfin, j'ai fait plein de reportages, plein de sujets, comme tout le monde s'en foutait. Enfin bon, comme ça se passe, je dirais, chacun essaye de caser ses trucs. Et à l'occasion d'une petite série de reportages que j'ai sur le théâtre et sur les jeunes créateurs, j'ai débarqué à Grenoble, voilà, faire un sujet sur Joe Lavaudan. À l'époque, il était inconnu, il jouait dans un garage, quoi. Et puis, j'ai rencontré Bernard Gillemans, qui était adjoint à la culture, et qui a marqué Grenoble, parce que c'était un militant de l'éducation populaire, quoi. On a discuté, comme ça, voilà, on a parlé un peu. Il se trouve que, pour la petite histoire, on était au PSU, donc ça créait des liens autres que des liens professionnels, donc, et que Grenoble, c'était quand même le laboratoire du PSU, accouplé avec d'autres groupuscules locaux, mais pour le PSU, c'était le laboratoire avec Jean Verlac, qui était l'adjoint à l'urbanisme, et puis un paquet de gens, donc moi je grouillais un peu là-dedans, voilà. C'est revenu comme ça, et donc on a parlé de la Villeneuve, on a parlé de tout ce qui sous-tendait ce projet, et du rôle que pouvait jouer une télé dans le projet, quoi. Ce qui m'a surpris, c'est que les interlocuteurs que j'avais n'avaient aucune réflexion. Ils n'avaient de place, c'était un peu pour eux, mais ils se disaient qu'il y avait quelque chose aussi, voilà. Donc, on s'est dit, on va y aller, voilà. Et donc, j'ai démissionné de tous mes boulots et je me suis pointé dans l'équipe de la Villeneuve, dans l'équipe de conception de la Villeneuve, hein. Donc, vraiment l'équipe pluridisciplinaire qui était là, avant même que les bâtiments n'existent, quoi. Bon, pour gagner ma vie, je continuais quand même à faire des tournages, moi, en freelance, quoi. Voilà, c'est né comme ça. Et donc, ça s'est accroché à cette espèce d'expérience que j'avais eue, s'est accroché à une utopie urbaine et sociale qui était celle d'un quartier où on avait essayé de penser tout pour le bonheur de l'humanité. « 71-72, oui. Aucune. Il y avait une intuition que... Et quand même, on était aussi à une époque où justement les marges d'expérimentation sociale étaient larges, quoi. À la limite, c'était pourquoi pas. Mais il y avait à la fois une intuition. Je pense qu'il y avait une très grande confiance dans ceux qui étaient un peu les opérateurs, quoi, y compris des gens comme Jean Caunes ou d'autres gens dans d'autres secteurs éducatifs. On m'a laissé un peu faire ce que j'avais envie de faire, hein. Mais j'étais victime et porteur un peu de cette utopie aussi, quoi, notamment l'utopie participative. Bon, voilà, ça c'est pas,
j'ai pas découvert ça à la base, j'avais déjà ça, et donc ça faisait partie du projet de dire on essaye de le faire avec des gens, mais il y a aussi un problème de compétences, ne serait-ce que techniques, hein, mais aussi de partage de ces compétences techniques, c'est-à-dire que je pense que c'était assez facile de devenir cadreur. Devenir un très bon cadreur, c'est une paire de manches, mais pour cadrer un débat, il n'y a pas besoin d'avoir fait une école de cinéma, quoi. Donc, et très très vite, il y a tout un premier cercle de gens qui étaient peut-être des fois plus attirés par la technique que par le projet lui-même, je crois. Mais c'est pas grave, parce que moi je pense que la technique et le projet se mélangent, quoi, et qu'on découvre des choses à un moment donné. Donc des gens comme Lelier, etc. Donc on a très vite créé l'association des usagers de l'opération, de la Vidéogazette. Voilà. Donc le côté, moi j'étais porté, bon, ça m'intéressait d'aller loin dans l'expérimentation. J'avais très bien conscience qu'on était les seuls en France à le faire, donc c'est quand même mieux que si on était 50. Que je pouvais en tirer plein de choses sur le plan théorique aussi, à titre personnel. Donc continuer cette réflexion sur le rapport d'un média à son territoire, quoi. Ça m'a permis aussi d'alimenter le combat sur les radios libres ensuite, dans lequel je me suis aussi engagé. Mais pas toujours sans succès, parce que je trouve que les politiques, en tout cas les groupes politiques, n'avaient aucune sensibilité à cette chose-là. Ils ne comprenaient pas ce débat. Ils disaient, mais c'est quoi ce truc ils étaient omnibulés, en tout cas avant l'arrivée de la gauche au pouvoir. Il y avait... on était considérés par les quelques... Moi, je participais à plein de débats nationaux. En plus, comme j'avais une certaine... Toujours ce problème de l'accession sociale. Moi, j'étais normalien, enfin, donc j'avais droit à venir dans les colloques, quoi. Et puis, je la ramenais avec des côtés militants où on faisait des trucs. Donc, un peu les autorités médiatiques nous toléraient. On était illégales, mais non clandestins, quoi, en gros. Et ils aimaient bien ce côté un peu exotique de notre discours, quoi. Ça les faisait bander, je crois, enfin, ça les faisait frétiller, quoi. Ah, c'est bien, il va se passer des trucs, là. Enfin. Et il y a eu plein de colloques auxquels j'ai participé. Et je me suis fait plein d'amis, comme Leca, ancien ministre d'Arcy, qui était patron, enfin, d'amis, de gens que je continue à fréquenter après. Je ne suis pas allé en vacances avec eux, mais... Donc, il m'invitait pour être un peu le sauvage de l'esprit universel, quoi. Par contre, chez les Québécois, j'ai continué donc à avoir, parce que j'ai continué à enseigner à Concordia, qui était le groupement entre l'université jésuite et puis la grosse université du centre de Montréal. Moi, j'ai continué à enseigner sur ces choses-là, quoi. Et là, il y avait une très forte demande, quoi. Et une demande sociale qui était d'une autre nature, quoi. De jeunes journalistes, de jeunes qui voulaient écrire, de politiciens, de gens qui étaient plutôt du champ social aussi, qui étaient là. Moins du champ culturel, qui les intéressait pas trop. Mais, et puis j'ai enseigné aussi en Belgique, à l'ENSAD, là, donc l'école de cinéma. Et là aussi, sur ce créneau-là. Et là, il y avait une très forte demande. C'est très proche du Québec comme problématique, voilà. Oui, alors eux, ils étaient hyper câblés et ils ne savaient pas quoi en foutre. Ils ne savaient pas quoi en foutre, quoi. Et donc, il y avait une très forte demande. J'ai enseigné, pendant 5 ans, j'ai fait un séminaire, enfin, un atelier séminaire de travail sur place. Oui, oui, ben, je demandais des congés longs. De toute façon, bon, il y avait du boulot, mais je dirais en même temps, d'abord, on était une petite équipe. Les gens s'étaient plutôt bien formés à la gestion de la chose, puis à la gestion technique aussi, hein. Ce qui a permis Olivier Hollard, que tu fais un historique, qui fait partie un peu, que j'avais repéré comme ça, un peu par hasard, hein, localement, qui s'est bien formé. Et puis il y a des gens, le premier cercle, il y a des gens qui se sont vraiment formés, et il y en a quelques-uns, comme Yves Bardin, qui a percé ensuite, qui est mort sur un tournage dans la Lévrise. Bon, lui, il a eu son premier court-métrage qu'il a fait à la Villeneuve. Il a quand même eu 7 prix dans tous les festivals de court-métrage. Donc, c'est des gens qui sont devenus un peu des passionnés aussi de l'écriture. Alors, il y avait de la télé, il y avait de la vidéo, puis il y avait du Super 8, un peu de 16 aussi. Donc, voilà, tout ça en parallèle, oui. Ben, j'avais besoin aussi de sortir, parce que je dirais c'est un milieu qui était
clos. C'est un milieu qui était un peu clos sur lui-même, toujours les mêmes gens, toujours un peu le même discours aussi, et très peu ouvert sur le reste de Grenoble, et très peu ouvert sur le reste du monde. Alors. Il y avait un travail d'abord qui avait été mis en route donc par la municipalité, qui était un travail de concertation permanente sur le projet. C'est-à-dire, il y avait vraiment l'envie de ne pas travailler en silo, donc beaucoup de participation sur l'école, sur les équipements collectifs, avec les architectes, avec les urbanistes. Bon, c'est vrai que les gens étaient moins passionnés par le volet purement télévision, sauf quelques ingénieurs sur l'aspect technique, mais je dirais, quand il a fallu écrire le cahier des charges de ce fameux studio que vous avez visité, je suis trouvé un peu tout seul, quoi. Et vraiment tout seul, d'ailleurs. Donc je me suis dépatouillé. Bon, je connaissais un peu les outils. Et puis, j'ai essayé d'un peu de mouiller un des élus dans le coup, 2 ou 3 personnes, dont le lieu d'ailleurs, puisqu'il était aussi technicien en termes d'aménagement, quoi, pour réfléchir un peu au type de matériel. On est allé faire une petite balade, je ne sais plus très bien où, aux Pays-Bas. On s'était profité de se faire financer par Philips pour aller voir d'autres choses, parce qu'il y avait une équipe de gens qui travaillaient un peu comme ça, en militant. Non, voilà, c'était un travail un peu d'ingénierie, de projet. Hein. On était là, surtout là-dessus. Il y avait quasiment rien à faire. Il n'y avait pas d'habitants. Il n'y avait pas de. Donc moi, je continuais des activités de tournage, parce que je voulais continuer à pratiquer. Et puis j'essayais de trouver du matériel pour se dire il faut quand même qu'on soit prêt. Et donc j'avais fait une OPA sur un matériel dans les placards à Paris, dans un truc qui s'appelait le FIC, le Fonds d'intervention culturelle. Bon, c'était un copain qui dirigeait ça, et il m'a dit j'ai du matériel, je ne sais pas quoi en faire, moi. Il dit t'inquiète pas, on est arrivé avec une camionnette, on a tout pris, on est reparti. Il y avait les premiers magnétoscopes de l'époque. On avait une camionnette pleine de matériel avec des caméras, etc. Je ne sais pas ce que c'est devenu d'ailleurs ce truc-là, parce qu'on a fait. C'était pas du vol, mais c'était pas nous. Et ça a permis de commencer à faire des choses, puis surtout faire des stages. On a fait 2-3 stages en blanc comme ça, avec des gens qui venaient un peu aux nouvelles, quoi. Tous ceux, parce qu'il y avait pas mal d'habitants, il y avait des groupes, hein, des groupes de travail sur le CES, sur l'école, sur la maison de santé. Donc là, on piquait là-dedans des gens qui pouvaient s'intéresser à notre marché, quoi, voilà. Non, moi j'avais ça en tête déjà. Mais j'avais ça en tête, mais avec un scénario alternatif que je ne maîtrisais pas encore. On va pas faire, on va pas faire un truc où il y a les programmes dans Télérama. Enfin, comment on fait de la programmation qui s'adapte à une vie de territoire où il se passe des choses, des fois il se passe pas grand-chose, et puis il y a des moments où il se passe rien. Donc c'était comme mon souci, c'était permanent. On peut pas singer la télévision nationale avec ses forces, mais aussi tous ses tics et ses défauts, quoi. C'est pas possible, parce que il y a, ça c'est pas à vous que je vais expliquer ça, le rapport entre le contenu, l'idéologie du contenu et la forme est tellement fort qu'on va pas faire la même chose en disant à 9h30 l'émission pour les dames, à 9h45 l'émission pour les vieux. Enfin, c'était pas ça. Et le concept de l'agora, pour moi était dès le départ de dire il faut une émission qui se passe avec ce que les gens apportent. S'ils n'apportent rien, il n'y a pas d'émission. S'ils apportent beaucoup, ça dure 3 heures. Voilà. C'était aussi ça, de dire voilà. Alors c'est un peu utopique de dire ces trucs-là parce qu'il fallait un peu préparer. Mais n'empêche que des fois où ça durait 3 heures, des fois ça durait une demi-heure. Il y a des fois où les gens se sont tapés sur la gueule. Il y a eu des batailles là-dessus. Il y a des fois où les gens dansaient. Bon, voilà. Et ça, pour moi, ça faisait partie vraiment du paradigme de ce type de télé, quoi. On le fait avec ce qu'on apporte, quoi. Ça n'a pas toujours fonctionné comme ça, hein. Mais l'agora, oui. Après, le reste, c'était un peu de tester
de tester toujours ce rapport entre une collectivité et sa vie, quoi. Voilà. Et puis quelques chemins de traverse pour des gens qui avaient envie d'écrire, ou enfin de faire des choses, d'écrire, enfin, de faire leur propre regard sur ça ou sur autre chose d'ailleurs. Et puis c'est posé quand même pour moi souvent le problème du rapport du monde à cette télé. Parce que le rapport de la télé à son quartier, bon, on peut y réfléchir, on voit très vite, bon, qu'il y a l'école, la santé, enfin bon, les ordures, enfin, on va traiter tout ça. Mais on peut aussi inverser ce rapport-là et de se dire qu'il y a aussi, le quartier est aussi un miroir du monde et que même s'il n'y a pas des experts, comme on en voit sur les chaînes nationales, les gens ont aussi un regard sur le monde, quoi. Et alors on a testé plusieurs fois quand même cette chose-là. Et ça m'intéressait beaucoup. De dire le local, c'est pas la coupure du monde. Le local, c'est un autre regard sur le monde, quoi. On regarde le local, mais on porte aussi un autre regard sur le monde. Ça m'a beaucoup passionné. J'ai pas toujours trouvé d'écho, hein, mais chaque fois qu'on a pu lier ces choses-là à des problèmes économiques, à des problèmes de tension, il y avait quand même tous les restes de Crémalville, enfin il y avait des souvenirs que portait tout ça. C'était aussi bien le Larzac que l'Ypres. Enfin, il y avait quand même des gens qui avaient vécu tout ça. Donc, de dire on peut aussi porter localement un regard sur le monde, quoi. Et ce qui permettait de retrouver une autre légitimité d'une application locale, quoi. De dire le local, c'est pas la fermeture, quoi. Voilà, c'est pas ce que je me fais comprendre, mais pour moi, c'est très important ces choses-là. Voilà. Bon, on n'avait pas beaucoup le temps de débattre. D'abord, le débat sur les médias n'intéressait personne. Voilà. Ce qui intéressait, c'est le faire. Il y avait un côté très opératoire dans l'opération, quoi. Et presque, comment on va dire, enfin, presque une dimension performative de la télévision, quoi. Ça existe parce qu'elle le fait, quoi. Voilà. Et moi, ça me passionnait. Bon, j'avais à cause de mon parcours, j'avais un background qui me permettait de... Mais je me sentais des fois un peu seul, quoi, à porter ça, sauf avec quelques gens de Sciences Po à l'époque, hein, puisque j'ai enseigné, j'ai eu un cours pendant 6 ans, là, à Sciences Po, là, sur les médias, hein, mais c'était le premier, hein, et personne ne parlait de ça. Et il y avait quelques gens que ça intéressait, quoi, quelques gens que ça intéressait. Oui, voilà. C'est ça, c'était avec ce milieu-là qui était... Alors, qui était... Il y avait toujours un vrai problème que j'ai pas résolu, hein, depuis moi, ce problème du conflit. Est-ce que c'est un conflit? Enfin, quel type de combat on mène là-dessus, quoi? Parce que à se polariser sur interpeller la presse, on n'en faisait plus de presse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dire... je trouve que ce qui est formidable depuis que le net s'est saisi de la chose, c'est qu'on ne se pose plus ce problème en termes de conflit. Le meilleur gagnera. Je suis à côté de vous. C'est ce que j'expliquais aux gens de France Télévisions. Vous vous rendez pas compte qu'il y a peut-être ces grignotés autour. Et donc, ce n'est pas un conflit. Ils ne sont pas contre vous. C'est une alternative. Ils font autre chose. Et alors, quand on interpelle la presse, il y a vraiment un problème de conflit idéologique qui avait sa réalité. Il y avait un vrai conflit local. Mais pendant qu'on parlait de ça, on ne faisait pas de presse. Il n'y avait pas ce qui se passe actuellement sur la Villette, le journal. Enfin, il n'y avait pas de gens qui produisaient un autre journal. Voilà. Et pour la télé, on était quand même là-dedans. Parce que j'ai rencontré Hervé Brusini, qui est patron de France Télé Info, qui risque de devenir d'ailleurs le rédacteur en chef après il y avait encore du ménage là-dessus. Il était déjà à FR3 à Grenoble, lui, à l'époque. Donc on se connaissait bien. On se voyait assez souvent, même. Et on en a reparlé parce que c'est devenu un bon copain, parce que c'est un type intelligent, très cultivé. Et eux, ils vivaient ça comme une attaque. Ah oui, d'abord c'était l'attaque du monopole, parce qu'on était toujours sur ce régime-là. Et puis ils nous voyaient faire des choses qu'ils n'osaient pas faire, ou on ne leur donnait pas le droit de le faire. Aller former les gens, nous on les filmés à Gene Kuhlmann, ils n'avaient pas le droit d'y aller. Toutes les grèves, on se les a fait. Moi je me suis farci toutes les grèves. Alors je ne sais pas si les archives les ont encore, mais je me suis farci toutes les grèves. Mais eux, ils n'avaient pas le droit d'y aller, donc ils nous jalousaient d'une certaine manière. Mais ils nous vivaient quand même comme un danger. Ils nous vivaient comme un danger, et ils l'ont vécu encore plus quand il y a eu la radio.
Ça a augmenté parce que la radio, elle touchait tout le monde, elle. Après tout, là, c'est le zoo des bobos, là. Je s'en foutais un peu de ça. Aucune. Aucune et jamais. Je ne les ai pas cherchés, ils ne les cherchaient pas. Oh, on a eu des papiers, des fois, mais aucune. Mais bon, c'était un drôle de journalisme, hein, à l'époque. Hein, non, aucune. Demandez à Joe Lavaudan, les relations avec le Dauphiné libéré, vous direz la même chose que moi. Hein. Je n'ai pas le souvenir même d'un contact. Je suis resté à Grenoble 11 ans. Hein. D'un contact. Enfin, je connaissais certains journalistes, si on les voyait, mais d'un contact là-dessus. Jamais. Mais à vrai dire, je ne cherchais pas non plus, donc je lisais pas le Dauphiné libéré, moi. Donc, enfin, quand on me disait qu'il fallait regarder, je regardais. Ben, il y avait un vrai problème technique, hein, c'est que c'était pas au point. Le câble, c'était pas au point, notamment les relais entre le câble primaire et le câble secondaire. Tous les relais pétés. Bon, c'est normal, il y avait pas. C'est normal. Non, c'était pas normal parce que les Belges avaient déjà essuyé les plâtres, justement, et que les aménageurs n'avaient pas tenu compte du tout. Donc ça pétait et on n'avait pas de traçabilité de ces défauts. Sauf que des gens me disaient, ah, j'ai essayé de regarder quelque chose, j'ai pas pu. Bon, ça n'est pas vrai. Bon, ça s'est amélioré comme au fur et à mesure. Mais il y avait une autre dimension qui n'était pas simplement de pallier, c'était pas orthopédique par rapport à l'aspect technologique. De se dire, on dit que la télé rentre chez les gens, c'est vrai, c'est pas vrai, je dirais, on n'a pas le choix. Il faut peut-être aller avec nos images dans des lieux où les gens n'ont pas l'habitude peut-être de voir des images. Le marché, les sorties d'école, l'unique café qu'il y avait à l'époque donc, dans la Villeneuve, d'où la brouette, enfin d'où le caddie, quoi. Et ça, c'est aussi... Alors ça, c'est Chicanos hein, qui m'avait appris ça. Il y a un rapport à l'image qui est tout autre, quoi. Et donc moi, ça m'intéressait de voir quelle était... Moi, j'ai toujours conduit un travail à la fois très engagé et très distant. Donc moi, j'allais regarder comment les gens regardaient. Voilà. Pas ce qu'ils en pensaient, parce que je ne sais pas que je m'en foutais, mais comment ils regardaient, est-ce qu'ils s'attardaient, est-ce qu'ils restaient, lesquels restaient, lesquels se mettaient à parler avec celui qui diffusait, pour voir si finalement, toujours ce problème du fameux miroir pouvait fonctionner dans une autre posture que je m'assois dans un fauteuil et je regarde la télé, où j'ai vu aussi d'autres images dont finalement le problème de la hiérarchie des statuts de l'image est assez difficile à gérer. En tout cas à l'époque, parce que je dirais, il ne faut pas se rappeler quand même qu'il n'y avait que deux chaînes. Hein. Donc comment on hiérarchise les choses en disant mais finalement c'est des images sur mon écran, donc tout ça. Et le fait je pense, hein, je n'ai pas mesuré, parce que nous on n'avait pas la prétention de mesurer. D'abord on n'avait pas ni le temps, ni les moyens, ni je pense les compétences pour ça. Et puis il n'y a pas de gens qui s'en intéressaient trop. Comment on pouvait mesurer la façon dont les gens pouvaient faire la différence entre ces deux images, quoi. Entre une image d'enfant, on fait pas mal de choses sur les écoles, quand ils partaient en classe verte ou en classe de voile ou je sais pas quoi. Bon, ce rapport entre toujours le contexte technologique, il n'y avait pas de photo numérique, enfin, il n'y avait rien pour que les enfants racontent à leurs parents ce qui se passe presque en live, quoi. Et moi, ça m'intéressait, ça, de dire, tiens, les parents doivent être toujours un peu inquiets quand leurs enfants se barrent faire de la voile. Est-ce qu'on peut y aller et, dans la semaine, rapporter un petit truc où on les voit, quoi? Comment les gens font-ils le différentiel si on le met sur un écran de télé? Si on le projette à l'école, ça change le statut de l'image. Moi, j'aimais bien. Mais si on le met sur le câble, quel est le statut de cette image par rapport à un bout d'image des fer-3 qu'ils ont vu avant? Je ne sais pas. Je pense qu'à l'époque, on ne pouvait pas différencier les statuts, parce qu'il n'y en avait pas assez, quoi. Ces images étaient plutôt bien foutues, donc ça ne bougeait pas dans tous les sens. Ça cadrait bien, le son était correct.
fait pas la différence, quoi. Or, nous, on voulait qu'il y ait une différence. D'où cette volonté de chercher des lieux de diffusion aussi, enfin, oui, de se traîner dans la rue, pas nécessairement avec nous, c'est pas, nous, on n'a pas la prétention. C'est un truc qu'on a vite réglé entre nous. Nous n'étions pas journalistes, nous ne voulions pas l'être, en plus. Et nous n'étions pas des organisateurs du débat. On pouvait faciliter le débat, l'organiser, passer les plats, éventuellement s'il faut, mais non, on l'a vite réglé entre nous, ça. Donc, mais si les gens parlaient entre eux, c'était ça qui était important, donc voilà. Si bien qu'il y a eu certainement à voir, mais ça n'a pas été mesuré, des effets induits qu'on n'a pas repérés, nous. Qu'est-ce qui se passait après Les effets d'un culturel et de comportement qui ont pu avoir la convergence d'un certain nombre de faisceaux, parce que c'était pas que la télé, il y avait l'école, il y avait une conception même de l'urbanisme, tout ça, je ne doute pas que ça a eu des effets, ça a eu des effets sur moi, ça en a eu sur plein de gens, et moi j'ai connu plein de gamins qui sont devenus des délégués de classe, qui se faisaient chier les profs, qui étaient oui, enfin, en posture critique positive, c'est-à-dire qui n'étaient pas là à bouffer tout ce qu'on leur donnait à bouffer, non, non, ça a eu des effets. Mais sur la... Je me rappellerai un truc qui m'a beaucoup marqué, d'une des familles qui était très présente dans, je ne me rappelle leur nom, dans cette espèce de communauté là, qui nous a dit un jour dans une réunion, moi ça me fait regarder la télé différemment maintenant. Ah, j'ai dit ah, si c'est vrai, si ça s'est diffusé comme ça dans la population, c'est déjà une belle petite victoire, quoi. On a fait un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est un jeu. Je ne sais pas si les gens en ont parlé de ça. Moi, j'étais fasciné par les jeux. Alors, je suis toujours fasciné par les jeux à la télé. Parce que je trouve que c'est chiant comme la pluie en termes d'écriture télévisuelle, à part ça clignote, etc. Et ça marche, quoi. Et ça marche pas uniquement parce qu'on y gagne des choses. C'est pas ça. Ça, c'est un des... Et j'avais dit, comment on peut... Est-ce qu'on peut inventer un jeu alternatif, quoi, qui soit pas le truc où c'est cadré souvent, hein, il y a deux valeurs de plan, ça suffit, on met 3 caméras, et puis il y a un mec qui agite je sais pas quoi, on agite une clochette, on clignote, et puis il y a des quiz à tout. Alors, il y avait toute l'équipe, dont Michel le lit, enfin un petit groupe. On va faire un jeu qui va obliger les gens à sortir de chez eux, déjà. Et donc à pas rester devant la télé. Ah, ça c'était bien déjà. À faire que les réponses, ils les ont pas eux. Ils ne pourront les avoir qu'avec quelqu'un d'autre, quoi. Et puis à un moment donné, il faut que le jeu s'arrête pour qu'on fasse la fête. Donc voilà, on s'est donné un cahier des charges comme ça. Alors on en a fait 2. Parce que c'était à chier, techniquement c'était une galère, parce qu'il n'y avait pas on n'avait pas de faisceau, il n'y avait pas de duplex, en fait tout ça c'était, donc il y avait des gens qui allaient tourner au fin fond de la Villeneuve, qui revenaient en courant, on injectait ça tout de suite en live, les gens tapaient à la porte, il n'y avait personne, donc ça ne marchait pas le truc, mais ça s'est quand même vachement bien passé, parce qu'à un moment donné ça s'est arrêté, et les gens avaient descendu à bouffer dans les coursives, et les gens bouffaient, discutaient, voilà c'était ça. Et je disais ça, voilà, alors, est-ce que c'est je pense que le contexte de l'époque, de cette vraie fausse mixité sociale qui s'était installée, favorisait, parce qu'il y avait quand même des moteurs là-dedans. Et puis les autres suivaient, ils y allaient quand même, quoi. Mais je me dis, voilà comment peut-être, hein, là aussi, on peut peut-être inventer des choses qui sont que la télé, c'est un déclencheur, quoi. C'est pas la fin, c'est le début. Bon, c'était souvent, on se dit, on va faire 3 petits sujets très liés. Il faut que les gens se reconnaissent déjà. Un, il faut que les gens se voient. Donc, voient le décor. C'est pas un faux décor. C'est chez eux, quoi. C'est des gens d'ici. Donc, et puis c'était des sujets très locaux. Hein. Il y a un paquet sur la maison de santé.
paquet sur l'école. L'école était un élément tellement important hein, dans ce quartier, parce qu'il était important, parce qu'il n'était pas compris de la plupart des gens. Il n'y a que les bobos les bobos de l'époque qui comprenaient l'alternative scolaire. Les autres, ils ne comprenaient pas cette école où les gamins pouvaient jouer à l'eau toute une matinée, quoi. Enfin, moi, je me rappelle des gens plutôt... Sauf que je parle l'arabe parce que je suis d'origine maghrébine, enfin, en tout cas ma mère. Et nous, on dit, mais je ne comprends pas, mon fils, il a joué à l'eau toute la journée, je n'en vois pas jouer à l'école pour qu'il joue à l'eau. Donc, il y avait... Parce qu'ils avaient du mal à... Bah, ils avaient du mal, ça se comprend, hein, à intégrer l'alternative pédagogique qui est tellement difficile à expliquer en plus, elle-même, quoi. Donc, sur l'école, on montait des petites séquences. Et puis... les quelques débats qui traînaient, parce qu'il y en avait quand même sur la propreté, beaucoup déjà, sur les cours qui étaient sales. Il n'y avait pas le débat sur la sécurité, c'était vraiment pas l'époque. C'est après tout ça. Non, c'était les coursives, la saleté, le bruit dehors. Donc c'était des trucs comme ça, c'était des petits sujets, donc on faisait un truc qui durait... J'avais regardé par rapport à l'attention que les gens portaient sur les premiers numéros. Si on faisait un truc de 10 minutes, il restait, quoi. Voilà, c'était des petits sujets de 2-3 minutes, quoi. Et, mais où on n'avait pas de comité de rédaction. Enfin, on ne voulait pas fonctionner comme un truc de l'info, quoi. Non, ça venait comme ça, et puis voilà, on disait, allez, on faisait un point rapidement pour dire, allez, bon, ne serait-ce que pour gérer le matériel, quoi. Oui, il y a des trucs, et puis on se le regardait, c'est pas bon, c'est chiant, on va pas le mettre, quoi. Ben oui, techniquement, ben on avait un porte-pack qu'on branchait sur un écran, tout ça on est monté sur une brouette. Bon, on avait un mec qui est, je sais pas si vous l'avez rencontré, celui-là, Viard, il s'appelait celui-là. Type qui est un mec qui était un technicien, remarquable même, mais qu'on a vu au début, il venait nous voir, discuter. Enfin, je sais pas comment il a fait pour un jour avoir un contrat finalement, de quelqu'un qui nous visitait, qui venait discuter avec nous. Un jour, il a une fiche de paye. Mais c'était un type qui savait tout faire, quoi. C'était vraiment, alors qu'il nous avait monté un truc avec des vis. Enfin, je sais pas quoi, c'était bien. Il y avait un truc. Et puis, alors ce problème, c'est que c'était pas autonome. Donc il fallait avec on avait des immenses rallonges et on se branchait à l'école, on se branchait chez un commerçant. Voilà, il fallait une prise, quoi. Voilà. C'est aussi les contraintes technologiques de l'époque étaient quand même lourdes, quoi. Parce que ce fameux porte-pack, c'était quand même quelque chose. D'abord, ça pesait 3 tonnes. Hein. Les gamins, ils avaient un mal fou avec ce truc-là. Après, il y avait un problème de luminosité, et donc, qui était vraiment... Dès qu'on tombait un peu dans un truc même pas sombre, l'image était à chier. On tournait avec des bobines, hein, des bobines... 1,5 pouce, quoi. Ah non, c'est du d'1 pouce, je crois, du 1 pouce. Hein. Et les batteries, donc on avait toujours 3 batteries avec nous en cas que ça tombe en panne. On n'avait pas de réparateur sur place. Il fallait le réparateur, c'était à Paris. Donc ça tombait en panne. Donc on avait un petit stock, on avait acheté du matériel en stock. Et puis c'est du matériel qu'on prêtait, nous. En plus puisqu'on avait un centre de prêt de matériel où les gens pouvaient... J'ai jamais très bien su ce qu'ils en ont fait. Et ça aussi, il y a peut-être... Parce que des gens empruntaient un caméscope, enfin un porte-pack, là, ils l'empruntaient pour le week-end. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec? Peut-être qu'ils faisaient leur vidéo de cul, j'en sais rien. Ouais. Non, mais les gens ne restituaient pas le travail, voilà. Hein. Mais c'était aussi important qu'il y ait cette espèce de mouvement. On n'a jamais eu de vol. Il y a eu un vol, mais on a tout retrouvé. C'est-à-dire qu'on a su qui c'était. On est allé les voir. Moi, je ne me suis pas occupé de la façon dont ça s'est passé, parce que c'est passé un peu sec, mais on a tout récupéré. Trouver les gens, il y a eu un mouvement il y a eu un mouvement un peu naturel de curiosité de la part du premier cercle des militants qui tournaient autour de la Villeneuve, quoi. Après, on a fait de la promo, hein. On a dit, écoutez, on va créer l'association des amis, ou je ne sais plus comment on l'appelait, mais bref, l'association, là. Et
Et on a créé là à la fois un groupe pour réfléchir à des sujets, etc. Et puis un groupe qui voulait vraiment, il y a des gens qui voulaient être techniciens. C'était intéressant parce ils étaient fascinés par le fait qu'ils allaient enfin tripoter un zoom, quoi. Et on a eu beaucoup de gens, des jeunes, des vieux, et ça a permis de former une équipe de, parce qu'on n'était pas nombreux, nous. Et pour l'Agora, par exemple, qui se plaçait dans l'espace 600, il nous fallait au moins quatre caméramans, deux sons, enfin, il fallait une petite équipe d'une dizaine. Si on voulait faire un truc plutôt sympa, on n'était pas 10, nous. Donc, nous, il y en a un qui était nécessairement en régie, donc on a formé des gens à la régie aussi, à se former. Il y en avait 3-4 qui étaient totalement autonomes. Des fois, l'Agora se passait, pas sans nous, parce qu'on était là, mais techniquement sans nous, quoi. Et pas mal d'ados qui étaient là. Pas nécessairement des fils de Bobo, pas mal de beurre, d'enfants de beurre, des filles. Voilà, donc après c'est comme un peu toute la vie de ces trucs-là. On avait des réunions de temps en temps sur qu'est-ce qu'on programme, parce qu'on programmait des films aussi. On programmait un film de ciné-club, ça on le disait pas, mais il y avait toujours un film. C'était un peu pour comme il n'y avait pas beaucoup de films à l'époque, hein, à la télé. Il y avait donc on n'a jamais eu de problème. Je sais pas si la SACEM a dû s'en apercevoir. Donc la programmation, un peu les temps forts aussi de la vie locale, comment s'articuler à ça, quoi. On a eu beaucoup de demandes sur l'explication d'un budget, du budget de la ville, quoi. Comment on explique le budget, quoi. Donc on s'est mis, on a fait un petit groupe là-dessus avec des dessinateurs pour faire un truc. Et puis les techniciens, ils venaient aux nouvelles. On fait plusieurs stages, des fois, des stages, des trucs courts, hein, sur comment on cadre en marchant, enfin des trucs tout bêtes. Hein, alors c'est vrai que j'étais le seul à avoir un peu une maîtrise des techniques, quoi. En tout cas, à cause de mon passé, à bien connaître les... Même chose sur la régie, mais les régies, elles étaient simples, hein, on n'était pas en régie numérique, hein, les régies analogiques, donc vraiment, on faisait peu de choses avec ça. Hein. Alors on avait inventé plein de trucs pour faire des incrustes. Non, c'était assez simple l'animation de cette chose-là. Elle a bien fonctionné pendant 3 ans. Les gens se sont essoufflés, c'était un petit peu toujours les mêmes, voilà. Comme le reste d'ailleurs de la ville, du quartier, quoi. Il y a eu un moment d'essoufflement. Pas nouveau au niveau du technicien, il y avait toujours du monde là pour être caméraman, mais au niveau un peu de réfléchir à le contenu, c'est un peu essoufflé ça. Ouais, là ça s'est un peu soufflé, mais ça se sentait aussi ailleurs. Hein. Il y avait un moment de. C'était. L'utopie commençait à souffrir. Là. Ah oui, bien sûr, permanent, oui, oui. Tout le temps, ils nous ont jamais demandé ce qu'on faisait, ils nous ont jamais dit ce qu'il fallait qu'on fasse. Il y a jamais eu l'ombre malgré quelques pressions du préfet, hein, il n'y a jamais eu l'ombre d'une quelconque intervention de l'équipe municipale dans ce qu'on faisait, jamais. Bon, c'est vrai que j'étais très lié à Verlac et à Gillemont, un peu moins à Risardo, que j'appréciais pas personnellement, donc, mais qui était très complice sur le plan du truc, qui était très complice, quoi. Euh, Pourquoi j'ai jamais accroché avec lui, je comprenais pas ce qu'il disait, donc lui non plus, je crois qu'il comprenait pas ce qu'il disait, mais non, c'est un type assez étrange, je trouve qu'il était, il a fait des choses sympas, son travail, je le reconnais. Mais Gillemont, oui, Gillemont, c'est devenu quelqu'un, et Jean Verlac, qui a vraiment été qui je pense était un des grands élus locaux de France, quoi. Puis qui avait une pensée urbaine, même si sur la Villeneuve, il a mis le paquet, mais ça, bon, c'est notre histoire de réfléchir à pourquoi cette utopie urbaine, d'abord, et pourquoi son histoire et la façon dont elle évolue.
Dubedou, c'est un homme qui ne parlait pas beaucoup, mais c'est un type fabuleux. Moi, je me suis très très bien entendu avec lui. Euh, je crois qu'il s'est toujours méfié de moi, mais il me l'a dit souvent. Il m'a dit, je me méfie de toi. Qu'est-ce que tu vas encore nous foutre là, comme bordel? Non, non, c'est un type, c'est un grand bonhomme, un type droit, et qui avait compris, je pense, l'enjeu. Parce qu'on a parlé plusieurs fois, toujours la même chose, il n'y avait pas de culture, il n'y avait aucune culture de réflexion sur les médias, tout le monde s'en foutait de cette question. Mais les gens s'intéressaient aux faits, à ce qui se passait, voilà. Et justement, quand on a fait 2 trucs sur le budget, lui, il m'a dit, ah, c'est bien parce qu'on commence à comprendre, même nous. Non, on avait des rapports très réguliers, oui, réguliers, très clairs, très... Mais j'ai jamais demandé la permission de faire quelque chose. D'abord, c'était pas dans mon tempérament déjà à l'époque en tout cas. Et puis, on n'a jamais eu quelqu'un qui nous a dit non, ça en fait pas ça, quoi. Même chose quand on a mis en place la première radio locale. Hein. Jamais. Et les pressions des préfets, oui, ça oui. Plus sur la radio, oui. La télé, il y a eu quelques... Quand on a fait des trucs sur les usines, ça ne leur plaisait pas trop. Là. Parce qu'on avait fait... Il y a tout un volet dont on ne parle pas beaucoup, c'est que moi, j'avais envie de tester un truc que j'avais repéré au Québec, qui était mal foutu d'ailleurs, où on peut remettre en scène la réalité. C'est-à-dire, on parle d'un fait réel, mais alors on ne va pas demander aux gens qui ont vécu ça de le remettre devant la caméra, mais on va le jouer avec des comédiens. Et alors ça plaisait beaucoup à Gillement, des théâtreux, de dire on peut amorcer un débat à partir d'une situation qui est réelle, dont finalement tous les éléments ont été identifiés. On va réécrire les dialogues et on va le faire jouer. Ça va permettre de mettre l'accent sur les temps forts, quoi. Alors j'en ai fait un paquet comme ça, c'était souvent des petites vignettes, quoi. Mais j'en ai fait aussi j'en ai fait avec des comédiens aussi. Avec Lonsdal, on en a fait 3. Je sais pas où c'est tous ces trucs-là d'ailleurs. Où on jouait, alors lui il jouait le rôle du préfet ou du maire, et on travaillait sur les dialogues. Et ça permettait d'abord on pouvait tourner comme on tourne alors une fiction, hein. C'est tout storyboardé d'une certaine manière, quoi. Donc on n'avait pas ce problème on va tourner des trucs, chercher des plans de coupe, faire tout un truc pour faire ensuite 2 minutes, on va tourner pendant 20 heures là. Et puis ça permettait d'aller directement, puisqu'on écrivait les textes nous-mêmes, au sujet, quoi. Et ça m'intéressait, ça. Parce que j'avais déjà repéré, moi, quand j'étais à UCLA, je faisais aussi des stages à San Francisco, comment les journalistes faisaient jouer les choses aux gens. Ça, j'avais déjà repéré la façon de tricher. C'était déjà c'est vieux comme la télé, cette histoire, où on a raté le coup, mais on va demander aux gens de le refaire, et on va retourner, quoi. Ah, j'avais trouvé ça quand même limite, quoi. Notamment à Berkeley, quand il y avait eu des problèmes à Berkeley, quand même, la fois, j'avais quand même repéré les journalistes qui demandaient aux étudiants de refaire ce qu'ils venaient de faire, mais comme ils n'étaient pas sur le coup, on retournait. Et je me dis, ça, c'est pas ça qu'il faut faire, quoi. On peut peut-être, ouais, sans en faire une fiction, mais refaire jouer la scène avec des comédiens, quoi. Et donc resserrer tout d'un seul coup, et aller à l'essentiel, quoi. Ça m'intéressait beaucoup, ça. De toute façon, il y avait des trucs qui m'intéressaient, mais qui n'intéressaient personne, voilà, en gros. Parce que ça m'intéressait dans une réflexion sur la télé, quoi. Ouais, exactement, ouais. Ouais, c'est le même principe, ouais. Même principe. Oui, comme on a fait avec aussi, avec, avec Le Forestier, on a fait un truc. Mais on a fait des trucs avec des gens qui passaient, même Pollack, hein, qui est venu plusieurs fois tenter des trucs. Je crois qu'on a été les premiers, sans vouloir être glorifiés, à mettre des dessinateurs de presse dans une télé, hein. D'ailleurs, Pollack, il l'a vu, ça, ici. On avait 2 ou 3 types locaux qui étaient plutôt bons, qui travaillaient pour des journaux à chier, genre ici Paris, et trucs comme ça, quoi. Et qui nous faisaient des choses, mais on était morts de rire, quoi, nous. Et puis c'était
c'était inattendu, quoi. On savait pas, voilà. Et, je m'intéressais quand même à l'écriture. Enfin, je continue à dire on peut écrire aussi des choses. Enfin, l'écriture télévisuelle, elle est pas figée, elle est encore loin d'être figée, quoi. Parce que l'autre vecteur de mon travail où j'ai pas approfondi, c'était que tout mon travail à UCLA, c'était pas là-dessus. Moi, j'ai travaillé sur un truc qui s'appelle l'espace, enfin, Video Space. C'est le traitement de l'image vidéo, c'est-à-dire est-ce que l'espace vidéo est un espace différent de l'espace scénique et de l'espace filmique, voilà, en termes d'écriture, quoi. Et j'avais fait un stage avec Averti avant de venir. J'ai fait ma thèse là-dessus, d'ailleurs, moi, que là-dessus, sur le rapport entre l'espace vidéo et la danse. Donc, ce rapport entre des gens qui bougent et puis un écran où il n'y a pas de profondeur de champ, en gros. Et donc, ça, c'était le côté un peu californien du truc, là. Mais c'est vrai que j'ai hésité beaucoup entre les deux voies, y compris en venant travailler en France, où j'ai essayé de vendre à partir de ma thèse, qui est un document télévisuel, de dire est-ce qu'il n'y a pas, bon, l'INA, oui, bon, c'est pas mal, mais bon, ils ne voyaient pas ce qu'on pourrait en faire. Averti, il voulait régner là-dessus, donc il voulait personne d'autre. Il y avait un service de la recherche de l'ORTF chez Schaeffer à l'époque. Ouais, ça les intéressait, mais ils ne voyaient pas ce qu'on pouvait faire. Enfin, bref, personne les intéressait, mais on ne savait pas ce qu'on pouvait en foutre, quoi, ce truc-là. Ah, c'est pas vraiment brutal. Je trouvais que ça a été un peu un autre boudin plutôt que brutal. Bon, d'abord, il y a eu les moyens qui sont. C'est surtout les moyens, hein, c'est que les financements de l'opération étaient pris dans un dispositif croisé de financement qui couvrait un petit peu toutes les expérimentations de la Villeneuve, quoi. À partir du moment où ces financements, enfin, à partir du moment où le mécanisme de financement ne fonctionnait plus, je ne dis pas les financements parce que les financements pouvaient peut-être exister, mais c'est cette espèce de mécanique d'intégration, parce qu'on était dans un phénomène d'intégration, ce qui est un mauvais mot maintenant, paraît-il, et que l'intégrateur, c'était la collectivité locale, qui a su, par toute une partie d'astuces, et avec beaucoup de complicité dans les administrations centrales, parce qu'il n'y avait aucune décentralisation, hein. Les régions n'existaient pas là, hein. Avait beaucoup de complicité dans les administrations centrales, faire que ça fonctionne, parce qu'il y avait quand même plein de complices. Je dis complices parce qu'on était dans un contexte quand même où Grenoble, c'était la ville des gauchos, hein. C'était, même s'il y avait du bedou, c'était... mais en même temps, où ces mêmes gens se disaient, c'est un laboratoire, donc on peut peut-être voir des choses. Et à partir du moment où le mécanisme peut fonctionner, gérer cette espèce d'intégration s'est cassé, budgétaire, quoi. Et donc, nous, on n'était pas, le biogaz, c'était pas prioritaire, quoi. Ce qui était prioritaire, c'était le CES, c'était les écoles, c'était la maison de santé. Donc les sous, il n'y avait plus de sous. Il n'y avait plus de sous, et à vrai dire, on s'essoufflait un peu, je pense. On n'était pas... On n'était pas enfin, je crois qu'on n'était pas capable de se dire, bon, est-ce qu'on peut se projeter dans les 5 ans qui viennent, quoi. L'équipe, c'est une toute petite équipe, donc toute équipe, il n'y a pas de turnover, enfin, il n'y a pas d'oxygène. Les jeunes qui s'étaient accrochés à ça, ils étaient allés au lycée. Enfin, il y a une génération qui était perdue aussi, là. Enfin, perdue non, mais en tout cas, qui n'était plus là. Les militants, ils s'essoufflaient aussi un peu. Donc, tout s'essoufflait. Bon, quand il n'y a plus de sous, on a dit, écoutez, on va passer à autre chose, hein. Et puis, le projet de câbler la ville, parce que je dirais aussi l'idée, c'est de dire, bon, on va expérimenter sur un petit réseau. Après, il faut démultiplier parce que ça peut exister qu'au niveau d'une ville, pas d'un quartier. Ce truc-là. Tout ça, c'est bon. Les élus avaient vraiment d'autres problèmes, quoi. La situation politique locale aussi était pas claire, quoi. Il commençait à avoir la montée
Je ne sais pas si vous êtes écolo, enfin, mais la montée des écolos grenoblois, parce que les écolos grenoblois, c'est une race à part. Ça n'a rien à voir avec les écolos de la France, je trouve ils sont à part, ceux-là. Il commençait à y avoir ce courant à la fois écolo et situation, enfin un mélange d'écolo situationniste qui était là. Donc la situation de la collectivité était difficile. Il n'y avait pas de danger électoral. Ils n'ont pas compris la défaite. Ils n'ont pas vu venir, quoi. Ils n'ont pas vu venir la défaite, quoi. Donc il y avait ça. Moi, j'étais un peu crevé aussi. J'étais fatigué. Parce que je ne voyais pas comment on allait faire, qu'on a continué à innover socialement, à innover télévisuellement. J'étais un peu largué, quoi, pendant un moment. Donc voilà. À un moment donné, il n'y a plus de sous, il n'y a plus de sous. Hein. Peut-être, oui, oui. Non, non, peut-être, oui, oui, je sais pas. Non, non, ça m'a pas. Alors, à moins que j'étais complètement stone à cette époque-là, mais non, ça m'a pas marqué. Non, j'ai eu l'impression un peu d'une fin en espèce de fondu enchaîné. Bon, voilà. Moi, Dubedou m'avait demandé de reprendre en main toute la communication de la ville, la stratégie, etc. Donc j'avais du boulot. J'avais négocié le fait de continuer à enseigner à Sciences Po. Moi, je partais l'été enseigner à Montréal. J'avais aussi besoin un peu d'oxygène parce que je trouvais que tout ce qu'il y avait, toute la réflexion qui avait anticipé le projet, c'était un peu fatigué aussi, quoi. Il n'y avait plus beaucoup d'échanges, quoi, plus beaucoup de. Et donc, on retrouvait le fonctionnement classique en silo. Les enseignants du CES étaient complètement fermés sur eux-mêmes à l'époque, notamment à cause d'un certain nombre de militants du mouvement dont je parlais, là. Ils étaient sur leur. Alors, c'est vrai qu'ils défendaient, les pauvres, ils défendaient leur boulot aussi, hein, ils défendaient la façon de travailler, parce qu'on on les avait mis dans un cadre qu'ils n'avaient pas tous choisi. Et donc, ils en subissaient aussi les effets qui n'étaient pas toujours bons pour leur propre travail quotidien, quoi. Et puis je crois on a vu se révéler des gens qui finalement n'avaient jamais adhéré au projet, qui étaient venus, je dirais pas par opportunisme, ce serait méchant pour eux, mais presque, quoi. Il y avait peut-être adhéré, peut-être parce qu'ils n'y avaient jamais cherché à comprendre le projet, quoi. Mais ils découvraient le projet et ils découvraient aussi la façon dont les choses se passaient, parce que les choses ne sont pas passées comme c'était écrit, donc voilà. Et on a commencé à voir les premiers effets, enfin les premiers effets de la crise ont commencé à, quand même à apparaître, quoi, là, hein. Avec cette impossibilité de gérer, non pas des problèmes de sécurité, mais des problèmes de comportements sociaux qui n'étaient pas acceptés. Enfin, il y avait un malaise souvent, quoi, en disant, mais et qui ciblait déjà les immigrés, hein. Faut pas se faire d'illusions, c'était déjà. Mais du coup, une énorme difficulté à poser, à dire le problème, autre chose quand ah ben vous voyez ça n'a pas marché. Non. Mais je crois que ça fait partie de l'expérimentation, hein, je crois que la pérennisation c'est un anti. C'est pas, ça fonctionne pas avec l'expérimentation. On ne peut pas expérimenter à vie, je crois. Enfin, j'en suis convaincu, moi, maintenant. Je connais bien les gens de Sherbrooke, hein. Moi, quand je vais tous les ans au Canada. C'est mon deuxième pays. Parce que je ne sais pas comment les gens de qui travaillent sur l'expérimentation sociale vivent ça, mais je crois qu'on a une énorme difficulté à évaluer au fil de l'eau. Et donc, comme on a du mal à évaluer, on a du mal à piloter à vue, enfin vraiment piloter, de se dire on va changer ça, on a le nez sur le guidon, on continue à.
Et on a une grosse difficulté à travailler avec les évaluateurs qui travaillent sur un temps différent de ceux qui agissent, quoi. Parce qu'on a eu des observateurs du monde entier, là. Nous, on avait des Chinois, il y avait des gens tout le temps qui venaient nous prendre en photo, quoi, en gros. Moi, j'ai jamais vu un papier, enfin, j'ai vu des papiers de journalisme, mais j'ai vu un papier sérieux, universitaire, qui pouvait aussi apporter une lecture critique, quoi. Et je pense que ça fait en sorte que... moi, j'ai quelques copains chercheurs issus de mes promos, hein, ils me disent la même chose, ils ne peuvent pas être en recherche expérimentale tout le temps, il faut bien qu'ils s'arrêtent à un moment donné, ne serait-ce que pour remettre en cause leur propre protocole, remettre... Voilà. Non, moi, je n'ai pas vécu ça comme un échec. J'ai vécu ça, l'échec que je vis, c'est l'absence totale de regard critique qui permet d'évaluer le rapport entre un projet, son utopie, sa mise en œuvre et ses effets. Ouais, ben oui, mais ça, c'est pas mon boulot, ça. Que les universitaires fassent le leur, c'est leur boulot. Ça, oui, je l'ai vécu comme un échec. Et donc, quelles leçons peut-on tirer de, alors, de la vie de Gazette, mais c'est vrai aussi de ce qui s'est passé dans les autres champs de la Villeneuve, pour essayer de mettre en place une nouvelle expérimentation, de tester autre chose, parce que les questions n'ont pas changé. C'est les réponses qui peuvent évoluer. Les questions sont toujours les mêmes. Alors moi, je suis persuadé, j'ai vécu le même débat sur le problème de la radio, avec plus de monde, parce que ça a attiré plein de gens, etc. Mais la problématique est la même, avec la mort très vite des radios associatives, je dirais, même la gauche qui n'a même rien compris à ça. Alors vraiment, moi j'ai eu des débats avec Filio à l'époque, puisque j'étais déjà embarqué dans l'expérience languienne, on ne prenait rien. Alors ça ne sert à rien. D'ailleurs, c'est eux qui ont lâché les radios et l'argent, hein. Alors que Mauroy avait le premier dit pas, c'est pas des radios fric. Et puis le lendemain, il lâchait tout à Énergie et à Skyrock. Donc les questions n'ont pas changé. Toujours ce rapport le local, les médias, le monde. C'est les réponses. Je pense que les réponses viennent des gens qui font des choses là, maintenant. C'est pas la peine de trouver des réponses ailleurs. Beaucoup de discussions. Voilà, on parlait beaucoup. Oui, non, Yves, j'ai beaucoup fréquenté, oui. Non, c'est les gens, oui. Il y avait Yves, il y avait Matelas, il y avait un sociologue. Bernard Miège, il était là. Bernard Miège, plus tard. Et Bernard Miège, je pense qu'il n'était pas là-dessus. Enfin, moi, beaucoup fréquenté aussi, hein. Je pense qu'il n'était pas là-dessus. Je pense que Bernard Miège, il avait un projet de développement universitaire, plus qu'autre chose, voilà. Bon, il n'y avait rien, il y avait des embryons de maîtrise. D'ailleurs, j'ai fait la maquette de la première maîtrise sciences et techniques de la communication de Grenoble. Ils m'ont demandé de l'écrire, que j'en ai fait 5 en France. Alors, non, mais Yves, oui, il était là-dessus. Il y avait un Québécois qui a écrit 3-4 bouquins, plutôt à l'époque, qui étaient plutôt bien foutus, qui s'appelait comment? Je ne me rappelle plus. Et puis il y avait Mesdames, je ne sais pas si vous avez Mesdames, qui est un sociologue de la ville, un type extraordinaire qui vivait à la Villeneuve, qui a écrit, qui a fait beaucoup de boulot. C'est un sociologue de l'approche sensible des villes, quoi. Il a écrit des bouquins, il a écrit un bouquin sur New York, sur Jérusalem, enfin, un type extraordinaire, hein. Non, mais on discutait, il y avait beaucoup d'échanges, quoi. Mais il n'y avait pas de travaux. Surtout, il n'y avait pas... Maintenant, je me dis, il n'avait pas de méthodologie de travail là-dessus. Il regardait ça un peu comme on regardait un Zoulou, je sais pas quoi. Enfin, et je ne sais pas s'il se posait la question. Je sais qu'à Yves, je lui ai posé la question en disant, mais est-ce qu'il y a matière à travail universitaire là-dessus? Alors, il me regardait en disant, ouais. Mais ils étaient quand même omnibulés, eux, par les médias tels qu'ils fonctionnaient, quoi. Et l'approche critique, notamment Matelas, de l'approche critique des médias. Mais sur les alternatives, non. D'ailleurs, je pense qu'il devait penser que le corpus était tellement limité à un quartier français que... Ben, ces gens étaient omnibulés par le paradigme du monopole. Mais complètement, ils étaient scotchés par ce truc-là, quoi. Et comme moi, j'avais le peu de culture nord-américaine que j'avais, c'est qu'il n'y a pas de monopole. Ça n'existe, enfin, les monopoles qui existent n'existent pas.
Ben, il suffisait de décider que ça n'existe pas, c'est tout. Et le mouvement des radios libres l'a prouvé. Donc, mais c'était 7 ans ou quasiment 10 ans après Vidéo Gazette, quoi. Ils étaient omnibulés par ça, parce qu'ils étaient omnibulés par la régulation sociale des choses et pas par les médias eux-mêmes, quoi. J'ai eu la chance de rencontrer McLuhan 2 fois, quand j'enseignais au Canada. Lui, il avait très bien compris qu'il y avait matière, quoi. Et que des micro-expériences pouvaient devenir des sujets de travail en profondeur, d'approche plus anthropologique que sociologique d'ailleurs. Et il y a eu sur Sherbrooke pas mal de choses qui ont été faites. Sur un des quartiers de Montréal aussi, il y a eu pas mal de travaux. Mais nous, non. D'ailleurs, j'ai jamais eu à parler de ça à Sciences Po. Ça m'a beaucoup frappé. Je parlais d'autre chose. Ça m'a frappé. Je me disais, mais tout le monde s'en fout. Enfin, ça intéresse personne, ce truc.